Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles à Paris pour cette émission Cap sur l'innovation. J'ai le plaisir d'accueillir Valérie Leroy. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes directrice générale du Salon de l'Agriculture. C'est grâce à vous et à votre équipe que justement ce salon, durant toute cette semaine, une grande semaine, s'est très bien déroulé et on aura l'occasion peut-être d'avoir les premières tendances à la fin de l'émission. Tout à fait. Voilà. Juste à ma droite, Éric Gontier, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous venez tout droit de Belgique, vous vous occupez de... Télédétection, donc imagerie satellitaire. Voilà, au sein du Vito, et vous aurez l'occasion de nous expliquer ce qu'est le Vito. Xavier Bayot, bonjour. Bonjour. Vous êtes un agriculteur, mais un agriculteur très particulier, passionné de mathématiques, d'astronomie. Vous faites des modèles, vous observez le passage des planètes depuis tout jeune. Et effectivement, on vous avait déjà reçu l'an passé avec Cédric Villani. Et cette année, on vous reçoit avec Christophe Galfard. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur à la base. Vous avez eu la chance d'aller à Cambridge faire un doctorat, un PhD en physique théorique, c'est bien ça. Vous avez eu la chance de travailler avec Stephen Hawking, c'est ça? Et vous vous voyez toujours 3 fois par an? De temps en temps, oui, on dîne ensemble. Et de dîner avec Stephen Hawking, ça ouvre quoi? L'esprit, les idées, l'appétit. L'appétit. Hein, parce que quand on se croise pour un dîner, c'est pour bien manger surtout. Non, mais évidemment, ça a changé ma vision du monde de travailler avec lui pendant des années. Alors c'est vrai que vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle L'univers à portée de main, un ouvrage que je recommande bien sûr, aux éditions Flammarion, et vous avez fait un documentaire au mois de février, enfin vous l'avez diffusé au mois de février, justement dont le titre c'était Enquête d'une nouvelle Terre. Quel était l'objet de ce documentaire ? C'était de savoir quelles étaient potentiellement les technologies actuelles si l'humanité devait partir sur une autre planète demain. Est-ce que, on en serait capable? Si oui, comment? Quels seraient les problèmes qu'il faudrait affronter? Quelles sont les solutions technologiques que nos sociétés actuelles modernes seraient capables d'apporter comme solution pour aller sur une nouvelle planète? Alors, première question, est-ce qu'il faut forcément quitter notre Terre? Alors, Stephen Hawking pense que oui. Dans moins de 100 ans, il faudra avoir trouvé une autre planète. C'est bien ça? Alors, on peut dire les choses de la manière suivante. Pour l'instant, l'humanité tout entière est confinée sur une planète. C'est-à-dire qu'on a un peu tous nos œufs dans le même panier. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe. J'ai pas envie de faire peur aux gens, hein. C'est juste la logique un peu toute simple. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Il y a des dangers dans l'espace qui sont colossaux, les météorites par exemple, les astéroïdes. Les dinosaures ont vécu sur Terre pendant des centaines de millions d'années et voilà, en en un clin d'œil, disons, par rapport à leur existence, ils ont disparu. Nous, on est beaucoup plus avancés qu'eux en moins longtemps. On est capable éventuellement de nous protéger contre des dangers de l'espace ou des dangers venant de la Terre et d'avoir éventuellement 2 planètes, 3 planètes qui seraient habitées protégeraient l'humanité à long terme. Quand Stephen Hawking dit qu'on a 100 ans pour faire ça, c'est qu'il considère que les dangers sont là, que nous en créons nous aussi. Nous trouvons à la fois des solutions et créons des dangers. Et du coup, avec les potentielles capacités humaines, ce serait bien de réellement songer à avoir plusieurs paniers dans lesquels l'humanité pourrait vivre. Deuxième question, il faut identifier une exoplanète où on pourrait aller. Et là, il y a 3600 exoplanètes, je crois, aujourd'hui. Depuis 1995, on en découvre tous les jours des nouvelles. Est-ce qu'il y a une exoplanète dans laquelle il y a les conditions idéales pour vivre? Alors non, justement. Soit il fait trop chaud, trop froid. Soit il n'y a pas de sol solide, soit voilà, exactement, la planète est trop proche de son étoile et c'est brûlant, soit elle est trop loin et c'est complètement glacé, soit il n'y a pas du tout d'atmosphère, soit elle est immense et du coup la gravitation serait tellement grande qu'on serait aplati comme des crêpes en posant le pied dessus. Non, les conditions telles qu'on les connaît sur Terre, on n'a pas d'autre exemple encore dans l'univers avec une planète qui ressemblerait à la Terre. On n'en a pas. C'est ça aussi que de regarder les endroits où nous pourrions aller nous fait encore plus prendre conscience de l'extraordinaire chance qu'on a d'être sur Terre. Et donc, protection, etc., de notre environnement, ça devient absolument primordial. Et cela dit, il y a des endroits qui sont plus accueillants que d'autres. Et par exemple, dans le documentaire, on est parti sur une planète qui s'appelle Proxima b, qui est la planète la plus proche de nous, enfin qui est une planète qui tourne autour de l'étoile la plus proche de nous après le Soleil. À 4 années-lumière quand même.
C'est d'ici. pas tout près. Ouais. C'est pas tout près. Ce Non. qui fait 100 000 ans à peu près. Avec les technologies, Actuelles. les fusées qu'on a là, ou la fusée qui nous a amenés sur la Lune, c'est à peu près 100 000 ans de voyage. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui aimeraient partir. En tout cas, il y a des places disponibles. Mais il y a de l'espoir. 100 000 ans avec un moteur à plasma, ça irait beaucoup plus vite. Ça irait beaucoup plus vite. Et après, il y a d'autres technologies qui estiment qu'on pourrait descendre jusqu'à 20 ans. On n'y est pas encore, mais éventuellement. Cela dit, on a fait le documentaire sur Proxima b. Imaginons que des gens puissent habiter là-bas. Cette planète, elle est un peu comme la Lune par rapport à la Terre. Je ne sais pas si vous remarquez, mais la Lune, elle nous présente toujours la même face. Elle est bloquée, elle tourne autour de la Terre, on nous présente tout le temps toujours la même face. Parce que la Lune est proche de la Terre, on appelle ça une sorte de couplage gravitationnel. Proxima b est dans un pareil couplage avec son étoile. Du coup, elle présente toujours la même face à son étoile. Du coup, il y a une phase qui est extrêmement chaude, et qui est toujours dans le jour, et une phase qui est toujours dans la nuit, qui est glaciale. Entre les deux, entre le chaud et le froid, il y a probablement une bande un peu tempérée, où la température pourrait être correcte pour qu'il y ait de l'eau liquide à la surface, par exemple, un petit peu comme sur Terre, où on pourrait faire pousser des plantes, ou éventuellement, c'est conditionnel, hein, mais où les conditions pourraient être accueillantes pour l'humanité. Malheureusement, il y a quelques semaines, il y a eu une explosion à la surface de cette mince, étoile, on a tout et raté, du coup, alors. ça a tout cramé sur cette planète. Mais heureusement, on a des moyens quand même pour observer l'univers qui sont de plus en plus précis, notamment un système de télescope qu'on va appeler sphère, qui permet de différencier une bougie d'un phare que l'on verrait à Marseille, vous imaginez, depuis Paris jusqu'à Marseille, c'est ça. On a des moyens très puissants aujourd'hui. Ben, l'idée, vous disiez tout à l'heure qu'on a trouvé 3600 planètes. Il y a plein de manières de détecter des planètes qui sont autour d'autres étoiles. Toutes ces manières sont extrêmement compliquées, parce qu'une étoile, disons que, pour prendre l'exemple de la Terre, si le Soleil faisait à peu près cette taille-là, disons une grosse pastèque, la Terre serait plus petite qu'un petit pois à côté, et située à une cinquantaine de mètres de là. Et elle ne brille pas vraiment, la Terre, en comparaison du Soleil. Du coup, de voir un petit pois à côté d'une pastèque ultra brillante à des milliards de kilomètres de nous, c'est extrêmement compliqué. Parfois, on peut regarder la façon dont le petit pois va agir sur le Soleil d'un point de vue gravitationnel, et le Soleil va bouger un petit peu, attiré par la planète, et c'est ce zigouigoui qu'on voit dans l'espace. C'est pas la planète directement, c'est ça. Et on se dit, ah mais il y a forcément une planète, et on arrive à détecter des choses. Mais il y a quelques imageries directes où il faut cacher un petit peu le soleil lointain pour pas qu'il nous éblouisse. Et là, parfois, on arrive à voir le petit pois en l'occurrence, mais seulement lorsque le petit pois est énorme. Pour des planètes de la taille de la Terre, c'est beaucoup plus compliqué. Mais dans les années qui viennent, la nouvelle génération de télescopes qui va être envoyée dans l'espace devrait commencer à être capable de voir ça, et mieux encore, devrait commencer à être capable d'analyser la composition d'atmosphères potentielles qui existeraient sur ces planètes-là. Puisqu'aujourd'hui, on a des télescopes qui font 10 mètres de diamètre, c'est ça, au Chili par exemple, et on espère avoir 30 mètres, 40 mètres de diamètre. Oui, mais ça, c'est les télescopes terrestres. Actuels déjà. Ça, c'est ceux qui restent à la surface de la Terre. Et effectivement, on parle de ce genre de taille-là pour des télescopes qui ne seraient pas dans les ondes radio. Dans les ondes radio, on a déjà des télescopes qui sont beaucoup plus grands que ça, qui font des centaines de mètres de diamètre. Mais pour des télescopes en lumière proche du visible, proche de ce que nos yeux voient, c'est à peu près ça. Mais on a des télescopes dans l'espace qui sont plus petits, mais qui ne sont pas perturbés par notre ciel à nous, par notre atmosphère à nous, et qui permettent de voir de manière extrêmement précise des choses lointaines. Xavier Bayot, qui est agriculteur, dans sa ferme, quand il a été enfant, il a construit son premier télescope. Oui, je me suis basé sur des plans que j'avais trouvés dans un livre pour construire un premier télescope, qui n'était pas extraordinaire, il faut bien reconnaître, il n'était pas asservi par un ordinateur pour pointer les planètes et les étoiles, donc c'était un peu compliqué de viser ce que je voulais, ça me prenait une bonne partie de la nuit. Et puis maintenant, je me suis quand même acheté un télescope un peu plus performant, asservi par un ordinateur qui fonctionne beaucoup plus facilement et beaucoup mieux. Et quand vous étiez enfant, vous prévoyiez, grâce à des modèles de maths, le passage des planètes sur votre ferme, et vous sortiez, vous regardez si effectivement la planète est au rendez-vous? Oui, c'était autant la passion de l'informatique que la passion de l'astronomie. C'était amusant de prévoir ces passages de planètes. Oui, c'était pour rigoler, quoi. Et aujourd'hui, vous modélisez le développement des plantes. Alors maintenant, je suis passé à un aspect un peu plus professionnel. Étant que je suis agriculteur, oui, je modélise la croissance et le développement des plantes, des cultures que je produis, de façon à, comme je disais à Christophe, à voir sur l'écran de mon ordinateur ce qui se passe dans mes champs. Et j'aime bien numériser un peu tout ça pour avoir quelque chose de vraiment
cartésien parce qu'on dit souvent dans la plaine, ah, le blé il pousse bien, le blé il pousse mal, mais pourquoi on ne sait pas trop, alors qu'en mettant des chiffres et des rapports bien précis là-dessus, on a une estimation bien cartésienne de ce qui se passe dans la parcelle. Oui. Christophe Galfard, on n'a pas encore parlé des extraterrestres. Vous pensez que d'ici 20 ans, on aura identifié des extraterrestres pas forcément intelligents? Déjà, il faudrait trouver de l'intelligence sur Terre avant Déjà, de peut-être, on va jauger la de chercher l'intelligence ici, ailleurs. Mais oui, j'imagine qu'avec les technologies qu'on a, en tout cas, on pourra détecter potentiellement l'existence de vie sur d'autres planètes. Et quand je parle de vie, ça peut tout à fait être éventuellement un aspect de plantes. Lorsque on n'aura pas dans les 10-20 ans qui viennent des télescopes qui nous permettront d'aller voir le sol de planètes lointaines, surtout s'il y a une atmosphère qui cacherait éventuellement ce sol avec des nuages, etc. En revanche, on pourra, comme on le disait tout à l'heure, éventuellement détecter la composition de l'atmosphère d'une planète lointaine. Et là, on peut essayer de chercher des traces de vie au sol. Par exemple, sur Terre, comme vous le savez tous, il y a de l'oxygène dans l'air. Cet oxygène, il peut apparaître naturellement. Sauf que sur Terre, 99,9% de l'oxygène de l'atmosphère vient des plantes ou des bactéries. Mais en tout cas, ça vient du vivant. L'oxygène réagit avec les roches, enfin c'est pas une roche ça, mais avec les roches, etc. Ça fait que si vous en avez un petit peu, il va être absorbé et il n'y en a plus. Donc il faut qu'il y ait une source d'oxygène pour qu'il y ait de l'oxygène qui reste. Encore mieux, il y a l'ozone. L'ozone est quasi nécessairement, vient nécessairement de processus biologiques. Il y a peut-être d'autres choses à voir, mais ça, on pourrait éventuellement le détecter. Et j'adore ce que tu fais dans le sens où on a une sorte de... On parle d'aller regarder ce qui se passerait sur d'autres planètes. Mais pour comprendre ce qui va éventuellement pouvoir se passer ailleurs, il faut déjà qu'on comprenne ce qui se passe ici. Du coup, les télescopes, il y en a qui pointent vers le lointain, mais il y en a, comme ceux que tu utilises, qui pointent vers la Terre et qui nous permettent de comprendre notre propre environnement à nous. Et qui, comme tu me le racontais tout à l'heure, permettent d'améliorer des rendements, de ne pas faire de gâchis, de comprendre mieux comment les plantes vont pousser. C'est un petit peu ce que tu m'expliquais, c'est ça? Exactement. Et la transition est toute faite avec Eric Gontier, puisque justement, vous avez des satellites, vous récupérez les images venant de ces satellites, et il y a une nouvelle galaxie de satellites qui s'appelle Sentinelle, qui est très précis pour l'agriculture. Oui, en fait, les sentinelles ont été financées par la Commission européenne. C'est dans le cadre du programme Copernicus. C'est géré par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Donc, ces satellites, bon, les satellites existent depuis quelques dizaines d'années, mais ceux-là ont la particularité d'être gratuits. Et ont une particularité, ils travaillent aussi sur plusieurs bandes. Alors qu'on va parler de bandes spectrales, ça veut dire en fait l'œil permet de voir dans le visible, il voit dans le rouge, le vert et le bleu. C'est ce qu'on voyait surtout avec les anciens satellites. Mais maintenant, on a un peu plus de bandes avec le Sentinelle-2 qu'on utilise pour l'agriculture. Il a 13 bandes, par exemple. Donc ça veut dire que l'information que l'on peut capter avec ces satellites est nettement supérieure. Ça veut dire qu'on va pouvoir découvrir d'autres choses que l'on ne voyait pas par avant, puisque nous sommes dans d'autres longueurs d'onde. Ça veut dire que la plante émet dans une longueur d'onde différente, et suivant ce que l'on veut regarder, on va pouvoir découvrir et aider peut-être un peu mieux l'agriculteur dans finalement l'optimisation de la culture. Et c'est là où on revient au gaspillage. C'est que vous pensez que avant d'aller peut-être voir ailleurs, il y a déjà moyen d'optimiser beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de gaspillage. Je crois que, d'après les chiffres, il y a 41,2 tonnes à la seconde qui sont gaspillées dans le monde. Donc, je me dis déjà, avant d'aller regarder ailleurs, ce serait intéressant déjà de moins gaspiller. Et quand on voit aussi les problèmes d'obésité et autres choses, ça veut dire qu'on mange trop. Donc, il faudra un peu changer son alimentation. Mais c'est vrai qu'avec ces outils, je crois que dans l'avenir, on va optimiser finalement les rendements, les cultures. On va peut-être limiter les intrants, limiter aussi finalement tout ce qui est pulvérisation et tout ça, herbicides et autres, et qui permettra d'avoir une agriculture plus saine. Mais c'est souvent en allant voir ailleurs qu'on apprend à mieux connaître aussi ce qu'on a chez soi. C'est bien. Et que la terre est fragile. Exactement. Est-ce que il y a tellement de choses qu'on comprend petit à petit. Par rapport à nos ancêtres, notre compréhension de ce qui est autour de nous est incomparablement meilleure. Par exemple, il y a cette idée que, on le voit bien, la vie sur Terre dépend aujourd'hui de toutes ces plantes et bactéries qui arrivent à transformer la lumière du soleil en sucre.
C'est eux qui savent faire ça. Ce sont les plantes et les bactéries, tout ce qui est chlorophylle, tout ce qui arrive à transformer de la lumière en sucre. C'est la base de toute la vie sur Terre aujourd'hui. Rien qu'en comprenant ça, déjà, on se remet, nous, un petit peu à notre place. Nous, les humains, nos cordes sont absolument incapables de se fabriquer l'énergie dont on a besoin nous-mêmes. On ne sait pas faire ça. On a besoin des plantes, on a besoin des bactéries pour faire ce genre de choses. C'est de la compréhension de l'électromagnétisme, c'est de la compréhension de la chimie, c'est de la compréhension du vivant, c'est de la compréhension globale qui nous permet de savoir tout ça. L'idée d'essayer de regarder une autre planète pour aller habiter, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire pour demain, mais peut-être que ça le deviendra. D'être préparé, c'est une bonne chose. De comprendre comment fonctionne l'espace, de comprendre comment fonctionnent d'autres planètes, ça nous permet de comparer par rapport à la planète Terre. Je vous donne un exemple tout bête. On parlait énormément, un peu moins aujourd'hui malheureusement, mais on parlait énormément il y a quelques années du réchauffement climatique en faisant peur à tout le monde. Bon, le réchauffement climatique, ça pourrait être abstrait. Or, on a deux exemples de ce que ça peut donner, qui sont juste à côté de nous, Mars et Vénus, qui sont deux cas opposés. Vénus, c'est une planète dans laquelle le réchauffement climatique, l'effet de serre est parti en vrille, et il fait plus 450 degrés à la surface, partout, jour et nuit. Donc c'est complètement invivable. S'il y a eu une vie à un moment sur cette planète, elle a complètement disparu. Mars, c'est l'inverse. Son atmosphère s'est effritée, il n'y a plus d'effet de serre, il fait extrêmement froid, il n'y a plus de protection contre l'espace sur cette planète-là. On a des exemples précis, on a des exemples concrets. Je suis contre le fait de faire peur à tout le monde, je suis pour le fait d'expliquer et qu'on comprenne. Dès l'instant où on comprend, on s'approprie les choses, un peu comme dans Le Petit Prince, vous savez, au début on a peur du renard jusqu'à ce qu'on l'apprivoise et là ça devient notre ami. La Terre, c'est pareil, il y a des dangers, on peut en avoir peur, on peut les apprivoiser et trouver des solutions. Je pense que d'avoir une vision globale sur ce qui se passe ici et dans l'espace permet d'apprivoiser nos problèmes et de se concentrer sur des solutions plutôt que des peurs. Xavier Bayot, s'il faut cultiver sur Mars, puisque le thème de l'émission, c'est est-ce qu'il faut se préparer à aller cultiver d'autres planètes? Pour cultiver du blé, il faut quoi? Un sol? Oui, alors j'ai fait tourner mon modèle avant de venir vous voir, Jean-Paul, pour savoir un peu ce dont avait besoin un blé, par exemple, puisque c'est la céréale dont on aurait le besoin le plus si on devait aller partir sur une exoplanète. Si on prend un rendement moyen du blé à 7,5 tonnes, j'ai fait tourner mon modèle sur toute la France. Il faut à peu près 600 mm d'eau pour faire vivre une plante de blé. Ce qui revient à dire que pour 1 mètre carré, on fait à peu près donc 750 grammes de blé. Et il faut 800 litres d'eau par mètre carré. 800 litres d'eau pour faire 1 kilo. On arrondit. Voilà, 800 litres d'eau pour faire 1 kilo de blé. C'est bon, faut la trouver l'eau. Sur Mars, en l'occurrence, l'eau liquide, elle n'existe pas puisque bon, avec la pression atmosphérique qui est tellement basse, elle s'évapore tout de suite. Donc, à moins de trouver un blé capable d'utiliser de l'eau gazeuse, ça va être compliqué. Donc, je pense que ça sera vraiment très très compliqué et hors de portée de notre civilisation actuelle. Et même dans 100 ans, je crains qu'on ne puisse pas un jour manger du blé ailleurs que sur Terre. Je ne suis pas certain que Christophe pense la même chose. À l'air libre, si, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais sous serre. Ah, peut-être sous serre, mais il faut de l'eau, quoi. C'est ça le problème. Et 800 litres par kilo. Mais sous serre, l'eau ne se perdrait pas. Elle serait recyclée en permanence. Oui, c'est vrai que la photosynthèse a cet avantage qu'avec une molécule, avec du dioxyde de carbone et un petit peu d'eau, de l'énergie lumineuse, on fait donc des sucres, de l'amidon, et on redonne de l'eau sous forme de gaz qui peut être recyclé. Mais la plante de blé, on redonne que la moitié, quoi. Il y en a une partie qui est consommée dans les sucres qu'on va manger. Donc il faut monter des serres. Enfin, l'agriculture telle que je la pratique aujourd'hui sur Terre, sur Mars, ça risque d'être compliqué. Alors, n'écartons pas forcément. Pourquoi? Parce que si on envoie justement des personnes pour aller sur Mars, avec les moteurs à plasma, c'est quoi, une quarantaine de jours de... En admettant que tout marche très bien. Que tout marche bien. D'accord, si tout marche bien, dans le meilleur des cas, pas de problème. C'est une quarantaine de jours de disons trajet. 2 mois à tout casser. Mais psychologiquement, on sait que les astronautes auront besoin justement d'avoir de la nourriture fraîche. Parce qu'aujourd'hui, ils ont quoi? Ils ont de la nourriture lyophilisée et psychologiquement, ça les déprime. Et l'idée, en allant sur Mars, c'est pas d'y passer le week-end et de revenir juste derrière après s'être fait un gueuleton de bouffe lyophilisée. C'est pas l'idée. L'idée, c'est éventuellement d'avoir une colonie là-bas. Et là, nécessairement, à moins d'avoir mais ça coûterait une fortune, à moins d'avoir des navettes qui feraient l'aller-retour en permanence avec des ressources. Et je vous rappelle que ça, c'est pas si simple non plus, parce que si on a le Soleil à un endroit, la Terre ici, il y a des moments dans l'année où Mars est de l'autre côté.
Donc là, on parle d'un endroit qui est à 300 millions de kilomètres. C'est extrêmement Faut pas loin, rater le coche. on oublie. Donc on peut se ravitailler uniquement quand Mars et la Terre sont pas trop loin l'une de l'autre. Donc l'idée, évidemment, ce serait de faire pousser des choses sur place. Il se trouve qu'il y a de l'eau sur Mars. Évidemment, pas sous forme liquide, mais il y a de l'eau. L'idée, ce serait de réussir à l'utiliser, peut-être en la faisant fondre depuis les pôles, ou bien peut-être qu'il y a de l'eau sous la surface qu'on pourrait encore trouver, ou bien avec certaines techniques pour extraire l'eau des sols, où on arriverait à faire pousser du blé. Je pense que le kilo de blé sur Mars coûterait une bonne fortune. Il y aura de la valeur ajoutée, ouais. Ouais, Il sera rémunérateur. Mais c'est pas si fou parce que la station internationale, donc la station spatiale internationale, a pour la première fois fait pousser une salade quand même en condition d'impesanteur. Oui, il y a quelques années, on a réussi à faire pousser des premiers légumes ou végétaux, en tout cas sur Mars, et qui ont été mangés. Et je n'ai pas vu de papier paraître en parlant des maladies qu'ils auraient pu attraper derrière. Mais sur Mars, on n'aurait pas le problème de l'apesanteur, parce qu'on serait sur Mars, qui est certes moins massif Dense. que la Terre. On pèserait quand même beaucoup moins que sur Terre, mais il y a tout de même une gravité qui existe là-bas. Le problème, c'est que les parcelles sont bien moins fertiles que dans la Bosse. Alors là, par contre, on a un sol où il n'y a rien, que de la roche. Alors, Pas d'humus, pas d'argile. je connais pas la qualité du sol martien. En surface, on trouve pas des choses qui seraient bonnes pour les plantes, ça c'est sûr, mais en sous-sol, allez savoir. Je ne sais pas, peut-être que non, je ne sais pas. Et pourtant, il y a un an, qui aurait cru qu'on aurait mis une voiture, que Elon Musk aurait lancé une voiture dans l'espace. Donc tout reste possible quand même. Ah oui. Non, alors, entendons-nous bien. Moi, je suis absolument persuadé qu'on deviendra une espèce multiplanétaire. De toute façon, si on n'y arrive pas, on est cuit. Donc, il faut qu'on y arrive un jour ou l'autre. Et pour cela, il faudra qu'on réussisse à cultiver des choses ailleurs. C'est obligatoire. Il y a une des choses qui, dans le documentaire que vous mentionnez tout à l'heure, qui est passé sur France 5 il y a quelques semaines, une des questions qu'on se posait, c'est quel genre de graines des astronautes qui partiraient vivre sur une planète extrêmement lointaine, donc sans retour, devraient emporter avec eux. A priori, c'est extrêmement compliqué d'avoir une réponse à cette question. On ne sait pas la qualité des sols lointains, on ne sait pas exactement quelle lumière aurait besoin, on ne sait pas. Du coup, ce qu'il faudrait, c'est emporter une sorte autant de variétés possibles et existantes. Du coup, j'ai découvert que des variétés de riz, il n'y en avait pas 2 ou 3, mais des centaines de milliers sur Terre, qu'il y a des riz qui sont adaptés à des cultures quasi sans eau, alors que tout le monde a l'image, en tout cas dans le grand public, d'un riz qui baigne dans de l'eau. Il faudrait emporter des graines qui soient aussi diverses et variées que possible, qui puissent éventuellement pousser dans des conditions extrêmes ou en tout cas différentes de sur Terre. Si ça se trouve, on ne trouvera pas de l'azote, etc. dans les sols. Il faudra éventuellement trouver d'autres graines qui s'adapteraient là-bas. À moins de partir pour vivre sous une cloche pendant des centaines de générations, le temps de transformer l'atmosphère et d'en faire une planète comme la Terre. Mais a priori, ce n'est pas ce dont on rêve. Xavier, on revient chez vous, dans la Bosse. Vous exploitez 60 hectares. On peut vivre aujourd'hui avec 60 hectares dans la Bosse? Il faut serrer les boulons, il faut gérer au plus près. C'est pour ça que quand je me suis installé, j'ai développé des modèles pour essayer de viser au plus juste de ce qu'il faut bien mettre, à la fois pour préserver l'environnement aussi, mais pour l'aspect économique, bien évidemment. Tout ce que je peux économiser en modélisant, en observant les images satellites, c'est autant d'argent de plus dans mon portefeuille. Et la double casquette économie et environnement, ça marche. On y arrive. Et vous utilisez les images Sentinelle, justement? Oui, j'utilise les images Sentinelle. Auparavant, je ne pouvais pas parce que les images auparavant étaient payantes, elles coûtaient très cher. Maintenant, elles sont gratuites. Donc, il y a juste à développer la matière grise nécessaire pour les utiliser. Et c'est ce que je fais depuis 20 ans. Alors, avant, on achetait les images parce que j'avais des partenaires. Maintenant, je suis tout seul. Donc, ça tombe bien, je le fais avec les images Sentinelle et on obtient de très bons résultats, effectivement. C'est vrai que c'est une véritable révolution d'avoir des images satellites gratuites pour les agriculteurs. Oui, ça change complètement le modèle finalement, puisque auparavant, il fallait non seulement payer l'image qui coûtait très cher, mais il fallait aussi traiter ces images. Ça demandait une grosse infrastructure. Donc maintenant, ça demande une grosse infrastructure, mais au moins ces images sont gratuites et on peut le faire sur un ordinateur, comme Xavier le fait aujourd'hui. Bon,
à sa parcelle, ça va bien. Nous, on traite globalement les images, donc on a besoin d'une grosse infrastructure parce qu'on traite l'équivalent du monde entier tous les jours, en fait. Xavier, vous avez des vers qui font des trous dans vos parcelles, et Christophe, vous avez des traux de verre aussi, mais dans l'espace, dans les trous noirs. C'est pas ceux-là qui nous amèneront sur d'autres planètes. Mais expliquez-nous ce que c'est, ces trous de verre. Ça n'a rien à voir avec Rien à voir l'agriculture. avec l'agriculture. C'est justement le parallèle. On a découvert, grâce à Einstein, il y a une centaine d'années, que notre univers en entier, notre réalité, a une sorte de tissu qui, disons, de manière un peu poétique, maintient le tout. Notre point de vue intuitif de ce à quoi correspond l'univers, il y a une sorte de grand volume qui serait plat et à l'intérieur desquels les planètes, les étoiles, etc. pourraient bouger. Einstein nous a montré que c'est légèrement différent, qu'il y a ce tissu qui est là partout et que ce tissu peut se déformer autour des endroits, autour de planètes, autour de vous, autour de trous noirs, autour d'étoiles. Et plus on est gros, plus il se déforme. Exactement, et ça c'est ce qu'on appelle la gravitation. C'est la déformation de ce tissu, c'est ça qui nous fait tomber là sur Terre, qui nous fait glisser le long d'une pente dans cette structure de l'univers qu'on appelle l'espace-temps. Et si on prend ça à l'extrême, on peut imaginer qu'il y a des endroits qui déformeraient tellement l'espace-temps que ça créerait des raccourcis entre deux endroits lointains dans notre univers. Des sortes de raccourcis qui, au lieu d'avoir à faire un chemin gigantesque pour aller d'un point à un autre, permettraient juste de faire paf comme ça, comme si vous preniez une feuille et au lieu d'aller tout droit comme ça, vous pliez la feuille, vous faites toucher deux endroits et vous avez directement un tunnel, un trou de verre dans l'univers. D'où le terme de trou de verre. Voilà. On revient au salon. Valérie Leroy, ça a été un bon salon. Pourtant, c'était compliqué quand même au départ. On a vu des manifestations de véganes. On a eu beaucoup de politiciens qui sont venus avec des cortèges. Le président qui l'a inauguré au départ. Une belle édition. Oui, c'est une belle édition qui n'est pas encore terminée. Il reste quelques heures. Effectivement, comme vous le disiez, il y avait... on va dire quelques façons de voir l'agriculture différentes qui se manifestaient avant le salon et puis des problématiques économiques aussi pour les agriculteurs. Et finalement, ce que doit être le salon de l'agriculture, c'est-à-dire un endroit où toutes les formes d'agriculture se manifestent et toutes les revendications, pour peu qu'elles soient constructives et émises de manière tranquille, puissent s'exprimer. Cette semaine, on l'a vu une fois encore, et dont les politiques. Et ça s'est bien passé, au final. Ça s'est bien passé, oui. Alors c'est peut-être moins compliqué que d'aller chercher des planètes, mais je me disais en écoutant ça, peut-être que le salon devrait réfléchir à ouvrir. Alors on a des réflexions sur l'ouverture aux nouvelles formes d'agriculture, mais ça reste sur Terre. Imaginez un salon multiplanétaire. Une filiale sur Mars bientôt. Oui, ou par exemple des réflexions sur les agricultures urbaines qui sont en sous-sol, par exemple, dans des containers. Donc c'est pas des nouvelles planètes, enfin d'autres planètes, mais c'est des nouveaux milieux. Vous avez raison. C'est des nouveaux milieux. L'agriculture s'adapte partout et même dans les villes. Voilà, parce que les salades qui poussent. J'ai oublié le nom de la planète. Il y en a ici, par exemple, dans la serre d'aquaponie. C'est étonnant aussi de voir comment ça peut pousser. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse à cette ouverture. Mais oui, c'était une bonne édition. 55e édition, c'est bien celle-là. Combien de visiteurs? Est-ce que vous avez déjà les premières tendances? Alors, les chiffres sortiront tout à l'heure, mais en termes de tendance, on peut dire qu'on a fait plus de visiteurs que l'année dernière. Juste en termes de contexte, les 2 dernières années ont été des années, entre guillemets, post-attentat. Donc, on a eu, comme tous les événements populaires, tous les spectacles, ou même les restaurants, les grands magasins, etc., on a senti un peu les conséquences des attentats de 2015. Donc là, nous, on avait dit que si on était entre 620 et 650 000 visiteurs, on était content, et je pense qu'on va être très content, sachant que ça représente quand même 1% de la population française qui vient sur notre planète salon, on va dire, voir ce qui se passe et voir les différents développements. Et on sent des tendances, on sent de plus en plus de technologie. Ça, c'est une tendance forte. Alors, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est l'observation de la Terre, des parcelles, les drones, la géolocalisation, etc. Oui, il y en a de plus en plus. L'informatique embarquée dans les machines,
les nouvelles technologies appliquées au matériel. Il y en a de plus en plus. Dans ce hall-là, particulièrement, un certain nombre d'acteurs qui montrent ce qu'ils savent faire et des agriculteurs qui témoignent de l'utilité, comme vous l'avez fait, de l'utilité de toutes ces nouvelles technologies pour eux quotidiennement et les applications qu'ils peuvent avoir pour le respect de l'environnement, par exemple, quand un matériel intelligent calcule les quantités d'eau qu'il faut pour irriguer une terre, par exemple, selon son épaisseur, ou combien d'intrants il faut mettre, c'est utile pour l'environnement. Valérie Leroy, on vous retrouve ici l'année prochaine. Est-ce que vous avez déjà les dates en tête du salon? Oui. Oui, c'est du 23 février au 3 mars 2019. Bon, donc ça, c'est le rendez-vous. Éric Gontier, on peut vous retrouver sur votre site internet? Oui, www.vito.be. .be. Vous allez voir, c'est vraiment un organisme très intéressant, le Vito. Xavier, on vous retrouve sur Twitter. Oui, sur Twitter. Et sous quel pseudo? Xbayo, je sais pas quoi. Bon, ok. Si on tape Bayo, ça doit le faire. Et Christophe Galfard, on va vous retrouver le 10 mars au MK2, donc quai de la Loire à Paris. Vous allez parler de quoi? De l'origine de la vie. Ah, l'origine de la vie, parce qu'effectivement, il est passionnant à écouter. On vous retrouve aussi le 17 mars au Salon du Livre. Le Salon du Livre de Paris qui est ici aussi. Vous allez faire des dédicaces, donc certainement pour votre ouvrage. Et je parlerai aussi des trous noirs à 16h. Je crois que je fais une petite intervention pour l'univers à portée de main. Et voilà. Bon. Madame, messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis, d'être venus ici sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis pendant ces 9 jours. Alors j'en profite, c'est la dernière émission, pour remercier toute l'équipe technique, depuis l'accueil, depuis le maquillage, la régie, Adrien, Hugo notamment, Julie à la caméra, toutes les personnes qui nous aident, Yamina aussi pour le chef de plateau, qui nous aide à faire toutes ces émissions. Sans oublier tous les médias partenaires, Wikiagri, TV Agri, Rustica, Ouest France, Les Indécis, Le Figaro, l'École supérieure de journalisme, Campagne Environnement, le bloc-notes d'Olivier Masbou et la JJH, qui est l'association des journalistes de l'horticulture et du jardin. Merci à vous de nous avoir suivis et à l'année prochaine.